Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, comme à chaque samedi, rive sud de Montréal, au Québec, Canada. On voit que toute la glace a fondu. C'est le printemps. Nous étions le samedi 26 mars 2022 pour le Vidéorandia numéro 13. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les jotéristes du Nouveau Monde. Notre invité, M. Jean Deflore, chroniqueur de politique internationale. Dernier tour complet, dernier tour de piste. Dans quel camp allez-vous? De quel clan serez-vous? Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires. La musique qu'on entend présentement de Daniel Morancy. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spirale. Et le concepteur du nouveau site du Club créé, M. François Deschamps. Bienvenue tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire la mise au point sur tout ce qu'on entend dire sur la situation politique, économique, religieuse mondiale. On est revenu à nos paysages d'origine, le Mont-Saint-Hilaire, bien oui. Et vous savez, on entend dire plein de choses sur la situation dans le monde. On sait que la pandémie a rejoint le monde entier. Alors, veut pas, on est sur une planète qui est un vaisseau spatial. On est tous unis, presque. Pas vraiment très unis. D'ailleurs, Jean Deflore, qui est mon invité aujourd'hui, va nous expliquer les trois factions dont il parle depuis des années. Et là, on est capable de les distinguer de manière très évidente. Il parle, lui, des technocrates, des mondialistes et des nationalistes. Alors, juste pour faire une histoire courte en introduction, les technocrates, c'est ceux qui veulent nous brancher avec l'intelligence artificielle, nous mettre des implants, nous traiter comme des choses, comme si l'idéal de l'être humain serait d'être un robot. Et notre compétiteur premier, ça va être le robot. Plus intelligent, plus rapide, plus fort, que jamais mal à la tête, qui travaille 24 heures par jour, sans besoin de vacances jamais. Pour les technocrates, c'est une évidence même que l'être humain va être bientôt mis au rencard dans beaucoup d'éléments de production. Et si tu n'es pas productif, tu es un être humain parasite. Les mondialistes. Les mondialistes, ce sont ceux qui, eux autres, utilisent l'argent, puisque c'est le langage universel. Hein? Le temps, c'est de l'argent. Et on veut absolument que l'être humain soit à la merci des banques, avec les dettes, les hypothèques, et puis le Fonds monétaire international qui gère mondialement, le Fonds monétaire international, qui gère donc la finance de tout le monde. Un jour, l'inflation, d'un jour, après ça, l'hyperinflation qui s'en vient, ou la dépression. Alors, on manipule et on contrôle l'humanité de cette façon-là pour les mondialistes. Le mot mondialiste est de même qu'en anglais, on les appelle globalistes. Globaliste. Moi, j'aime bien aussi l'expression globaliste, dont Jean va parler souvent durant notre rencontre aujourd'hui. C'est la même chose. Hein. Mondialiste, c'est le mot français pour globaliste. Moi, les mondes, il y a d'autres mondes habités dans l'univers, mais le global, c'est le globe terrestre. Et finalement, la troisième caste ou le fameux clan, ce serait la faction des nationalistes. Alors, les nationalistes, ça se présente de différents aspects. On le comprend tout de suite avec le mot, ça veut dire la nation avant tout. Comme Trump. Lui, c'était « Make America Great Again ». Oui, l'Amérique, les États-Unis. Mais il y a aussi de l'autre côté Poutine, qui lui, revenons avec la Russie des tsars et tout, mais une Russie qui demande de respect d'une manière que ce soit une nation reconnue. Il y en a d'autres qui se disent la nation choisie par Dieu. Hein? Vous la connaissez celle-là. Alors dans les nationalistes, il y a donc des bons politiciens, des dictateurs, mais il y a aussi une catégorie qu'on appellera les populistes, le peuple. Oui, the people, hein, dans
aux États-Unis. Alors, c'est très important de réaliser que ces trois factions, ça se trouve être trois clans. De quel clan êtes-vous? Êtes-vous pour être nationaliste? Vive l'indépendance du Québec, les Québécois de souche. Ah, d'autres vont dire, non, mais nationaliste, écoute un peu, là, le Canada, hein, nos rocheuses, à l'autre bout du Canada, et on voudrait avoir les deux langues officielles au Canada, appliquées Air Canada et tout le reste. Mais on s'aperçoit qu'il y a un déchirement un peu comme un petit peu le Donbass qui était pas mal russophone, qui parlait le russe, dans une Ukraine où il y avait l'ukrainien qui était une autre façon de s'exprimer. Au Canada, on a le Québec. Est-ce qu'on serait comme le Donbass, puis qu'un jour il arriverait ce qui se passe actuellement en Europe? J'espère que non. Alors, ça va être une émission importante, pivot, pour comprendre la situation du monde. Et j'ai proposé à Jean, à travers des tableaux qu'on aura l'occasion de regarder au cours de l'émission, pour bien situer et classer les éléments de ce qui nous concerne, individuellement, collectivement, et même, je dirais, spirituellement, puisque, au départ, il y avait des religions de territoire, de nationalité, et dans les religions, il y a eu des schismes, et puis il y a eu, les chrétiens, il n'y a pas juste les catholiques, il y a les orthodoxes, il y a des anglicans, les protestants de toutes sortes d'obédiences. Je suis devant l'église de Mont-Saint-Hilaire, de l'autre côté, ou Mont-Saint-Hilaire qu'on voit. Il existe un peu par là, vers l'est, vers l'ouest plutôt, un ermitage des religieuses de Jérusalem qui sont carmélites. Ils sont renfermés, elles prient, et là, actuellement, on est le 26 mars. Et vous savez que si nous sommes le 26 mars, dans exactement 9 mois, on va être au 26 décembre. Et hier, le 25, donc dans 9 mois, on va être le 25 décembre. Tout le monde comprend que c'est la nativité, la naissance de Jésus. Et bien, le 25 mars, Poutine à Moscou a fait une déclaration, encore une fois, très importante. Et le 25 mars, Poutine, il y avait, l'événement très important, la consécration de la Russie par le pape à la Vierge Marie. Pourquoi on a choisi le 25 mars? Vous l'avez compris, dans 9 mois, ce sera Noël. Alors vous comprenez le sens de tout ça. C'était l'Annonciation. C'était le jour où Marie a eu un rôle à jouer, qui est devenu très important, puisque c'est elle qui, 9 mois plus tard, va donner naissance au Christ, que d'autres appelleraient le Messie, d'autres espèrent le grand monarque. Vous voyez l'importance de tout ça? C'est de l'ésotérisme qui rentre dans la politique mondiale, quelle que soit notre obédience religieuse, notre connaissance, nos croyances. Tout est interrelié. Alors, je suis bien à ma place et vous êtes bien à votre place à d'écouter à Ésotérisme expérimental depuis maintenant 46 ans. On est vraiment dans la pensée du jour planétairement. Et au-delà de ceux qui veulent diriger le monde, les humains, il y a ce qu'on appelle les archontes. D'autres les appellent des reptiliens. Moi, je les appelle des rapaces. Un rapace, c'est un oiseau comme les oiseaux de proie. C'est de tout s'approprier et juste pour eux. Alors, que la lumière vienne au monde, c'est à souhaiter, et qu'à partir de là, l'esprit, le paraclet, l'esprit de vérité, vienne sur terre pour éclairer le cœur de l'être humain. Il faut se rendre compte que l'être humain a maintenant une destinée et ça se joue dans les mois qui viennent. Puisque dans un an, la cloche a sonné le 24 février 2022. Ding, ding, ding. Dernier tour de piste. Dans un an, on sera au 24 février 2023, dont je parle depuis le début de mes émissions d'ésotérisme expérimental. Bonne écoute dans cette rencontre très importante. On se retrouve en studio.
Et oui, notre invité cette semaine, Jean Deflore. Bonjour Jean, comment ça va? Bonjour Richard, ça va bien. Merci de t'en informer, car je sais que c'est sincère. Merci beaucoup. Ça va bien. Dans Oui, l'ensemble, ça va. oui, parce que tu es un grand nomade. On a vu ça la semaine dernière dans ton émission de dimanche. Tu avais Jean-François Poulain. Effectivement, ça a été une très, très belle émission de Oui. Jean-François, qui est présentement en République dominicaine. Nous Non, il a... était en République dominicaine. Au moment où les gens voient notre rencontre, il est déjà plus là. Ah, ben oui, ben c'est ça. Mais alors, au moment qu'il la regarde sur Numéripaise, ben il est encore là. Et Oui, il puis, était là, oui. alors, il nous a fait part de ses aventures depuis qu'il a quitté Montréal et puis de ses projets de nomadisme, qui est un style de vie particulier qui fait en sorte que les gens changent de pays à une fréquence X, qui est selon leur choix. Généralement, c'est lié avec la durée du visa qui est accordé. Alors, il y a des pays qui permettent un séjour de 6 mois, il y en a qui permettent 3 mois, il y en a qui permettent 4 mois. Alors, en fonction de ça, les nomades se promènent de pays en pays. Même avec Et la là, pandémie, là, il n'y a pas trop de complications. ben, dans certains cas, oui, Oui. évidemment, mais il y a d'autres pays qui sont très, très ouverts. Il y a des pays qui n'ont jamais fermé. La République dominicaine en est un, le Mexique, le Nicaragua. Et, bon, il y en a d'autres pays. Il y a des pays d'Europe de l'Est, comme la Serbie, Croatie a fermé un petit peu, mais pas très longtemps. Monténégro est resté relativement ouvert. Alors, les anciens pays de la Yougoslavie sont généralement restés ouverts. Mhm. Et puis, donc, il y a façon. Et puis là, la plupart des pays sont réouverts. En fait, le Canada est un des retardataires. Je te dirais, Richard, que presque tous les pays sont réouverts. La plupart ne demandent aucune injection pour rentrer ou sortir, si ce n'est que de présenter patte blanche avec un test dans certains cas, et même pas tous. Mhm. Le Canada est certainement le pire pays du monde en ce moment pour voyager, soit pour sortir ou rentrer dans le pays. On entendait parler beaucoup de l'Australie comme étant assez radical, hein. Et ce n'est plus le cas. Ah Et non. ils sont réouverts depuis un bon moment, par ça. Eh bien, Ouais. eh ben, là, il y a une quatrième dose qui est offerte ici au Québec pour les gens de 70 ans et plus. Pour ceux qui osent. Dose. Ah, j'ai compris pour une quatrième hausse. Oui, Hausse, oui, hausse. il ose la dose. C'est ça, pour ceux qui osent la dose. Elle est bonne, elle est bonne. C'est comme Ouais, c'est toi qui m'avais donné le mot mascarade. Les oui. mascarades, tu sais. Ben, qu'est-ce que tu veux? Écoute, on va parler de ces sujets-là encore aujourd'hui, puis ensemble, je me fie sur tes expertises et tes compétences parce que j'avais préparé des tableaux qui nous donnent une structure pour aller directement droit au but, et D'accord. puis sans trop de détours, et tu me donnes ton impression à chaque fois. La OK, dernière on fois, y va. j'avais utilisé ce procédé des tableaux avec Jimmy, puis encore aujourd'hui, on va parler peut-être seulement superficiellement de certains éléments. Puis avec Jimmy, je reprendrai les mêmes tableaux. L'autre fois, les tableaux, ben tiens, je pense que... Ah non, ça c'est déjà celui qui était préparé pour toi là aujourd'hui. Alors, D'accord. j'avais intitulé ça bloc 1, bloc 2, bloc 3. Ça, c'est le bloc 3. Alors, si on regarde ce que Est-ce c'est... qu'on va finir l'émission que je vais avoir un mal de bloc? Oui, oui, oui. Avec tous ces blocs, ça va finir Un en mal de mal de bloc. bloc? Un mal de bloc. Ouais. Dans les blocs 1 et 2 avec Jimmy, ce Oui. que j'avais présenté, c'était justement là, le... Tiens, je vais le reculer puis on va le savoir tout de suite. Alors, dans le bloc 1, c'était le choc. L'événement nous avait pris par surprise. On considérait quasiment que c'était comme une blitzkrieg. On a été frappés par surprise. Deuxième étape, c'est la perte des repères. On avait toutes sortes de choses qui se passaient dans notre réalité, puis on avait de la misère à suivre. 3, par petits pas, mais avec fermeté, ils font 2 pas en avant, un pas en arrière. 2 autres pas Mm. en avant, un pas en arrière. Donc, ils Oui, avancent tout à fait. toujours, Mhm. pour empiéter sur les droits et libertés, etc. Ça, c'était le bloc 1. Alors, allez le voir avec Jimmy. Vous voyez la vidéo en question. Le bloc numéro 2, c'était les effets. Les effets de ça, ça a été d'abord des effets individuellement. Individuellement, on avait des problèmes d'ordre psychologique. D'autres se sont lancés dans le survivalisme intensif, compulsif.
Ils ont développé de la peur, de l'angoisse, de la méfiance, de l'isolement, de l'agressivité. Les gens deviennent agressifs dans les endroits publics souvent, plus qu'avant. Collectivement, ben là, les effets collectifs, c'était l'union fait la force. Fuir ou affronter. Manifester en groupe, on a vu ce qui est arrivé à Ottawa et tout ça, c'était leur genre. Résistance pacifique ou armée. Mais armée, ça ne veut pas dire avec des carabines puis des couteaux puis tout ça. Ça peut être aussi armé d'avocats, médecins, tu sais. Et puis, toujours sur le plan collectif, c'est encore une fois la peur, l'agressivité, la méfiance, l'isolement est revenu. Et au niveau des pays, États ou provinces, souveraineté. S'affirmer par nos compétences, nos ressources, nos idéaux, se respecter, et surtout être respectable. C'est sûr que si on a de l'air d'un batailleur de rue, puis tout ça, puis ben là, on va en avoir un comeback, un effet secondaire qui va nous rebondir dessus. Et j'étais allé jusqu'à montrer la Terre pour dire que quand on parle, c'est pas une question très, très locale, ça, là, si on s'en rend compte, c'était planétairement. Tout le monde a été affecté sur la Terre. Et là, on voit le Petit Prince. Et je me disais, c'est un peu comme l'image que j'avais mis avec le mouton qui voulait. Ben, j'avais mis un bandeau, un bâillon sur la bouche. Alors, le Petit Prince serait-il heureux de venir sur la planète qu'on a présentement? Je pense qu'il ferait un U-turn, puis rapidement, il repartirait sur sa planète. Maintenant, on est rendu au bloc 3. Avec mon ami Jean, ça part de loin. On était sur la planète, donc on était déjà en orbite assez éloignée. On parlait des... Alors, je débuterai en disant, il faut connaître, pour comprendre ce qui se passe, il faut connaître la prime histoire, il faut connaître l'histoire, puis il faut connaître l'actualité. S'il y a des gens qui se mettent comme des autruches la tête dans le sable, ils veulent rien savoir, ça m'angoisse, je ne veux pas en entendre parler. Même il y a des gens qui n'aiment pas ça. Quand j'ai structuré des tableaux, on met les cartes sur table. Et ça n'a pas été censuré sur YouTube parce qu'on n'est pas là pour défendre ou faire la promotion d'eux ou essayer de démolir quelque chose. On est là d'essayer de comprendre, tout simplement. Alors, dans la prime histoire, c'est Robert Charroux qui avait utilisé ce terme-là. C'est l'histoire avant l'histoire, la première histoire. Il est question d'aller voir les textes sacrés d'Orient, qui orientent, et d'Occident, qui oxydent. Oxyder, ça veut dire qu'il rouille, hein? Bon, ça change avec le temps assez rapidement. Les égrégores, c'est que nous, sur Terre, on a des égrégores. Et on va le voir tout de suite après, les textes sacrés, ça fait appel à des égrégores. Ça fait appel à des anges, à des forces qui sont infernales, ou bien non, qui sont divines, etc. Des êtres humains qui sont mis en rapport avec des entités. Les Amérindiens, pas sacrés comme la Bible, là, mais tous ces textes sacrés nous amènent à saisir quelque chose d'insaisissable, matériellement, seulement par l'esprit. Et c'est sûr que, encore la semaine dernière, j'avais des invités qui me disaient, quand quelqu'un est en amour, qu'il nous le prouve. Ça se prouve pas, ça se pèse pas, ça se mesure pas, c'est vécu. C'est ce qu'on appelle expérientiel. C'est pas pour expérimenter dans un laboratoire, tu l'expérimentes de ton intérieur. Il y avait les contes et légendes, et là je rajouterais bien évidemment les fameuses prophéties. Et là-dessus, j'en profite pour faire une parenthèse, le 2023, le 24 février 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer à peu près comme ça s'est passé cette année, le 24 février. Ben oui, le 24 février, même tu m'as téléphoné pour me dire, puis... J'ai dit, on est-tu un an d'avance, Richard? Parce que cette année, c'est quoi qui est arrivé le 24 février? Alors, faut-il être au courant de l'actualité? Dans l'actualité, est-ce qu'il y a eu un événement important cette année, le 24 février, qui est marqué dans les livres d'histoire? On va être capable de dire, le 24 février, il est arrivé quelque chose en 2022. Puis il y a des gens qui ne le savent pas. C'est l'entrée dans l'Ukraine par les forces armées russes, dirigées par Poutine, le président.
Ben, c'est ce jour-là. C'est pas le 23, puis c'est pas le 25, c'est vraiment le 24 février. Et qu'est-ce que ça a changé pour nous ici au Québec? Pas grand-chose. Il y en a qui sont même partis volontaires pour aller aider les gens là-bas à se battre contre les Russes, puis etc. Il y en a un qui est revenu assez rapidement en disant, écoute, c'est tout désorganisé, l'affaire, ça tient pas debout. On arrive là, on nous demande de donner notre passeport. On ne sait même pas si on va manger, on ne sait même pas. Ils nous fournissent des armes qu'on ne connaît pas comment ça fonctionne réellement. Ça prend un jour ou deux d'entraînement, puis c'est fini, allez-y. Puis comment? Ça marche comment? Allez-y. Alors, il dit, quand j'ai vu ça, il dit, c'était une affaire de fou. Il dit, j'étais pas là pour aller jouer les vedettes, puis faire le tireur juste pour... Non, non. J'ai pris mes valises, je suis revenu. Alors là, par rapport à l'après-histoire, j'ai à peu près fait le tour, mais pour le 24 février 2023, il va se passer quelque chose très évidemment d'important. Mais ça ne changera pas le monde du jour au lendemain. Si une bombe atomique saute dans un pays, ça va être un événement. On se souvient très bien des dates d'Hiroshima et de Nagasaki. Bon, alors, un événement du genre qui arriverait en anniversaire par Poutine de l'entrée dans l'Ukraine, l'entrée dans la... Il y en a beaucoup qui parlent d'une troisième guerre mondiale, qu'on est dedans, là. Là, on est vraiment sur un pied de guerre. L'OTAN qui se réunit aujourd'hui même, pendant qu'on fait notre enregistrement de notre rencontre, Jean, tu savais que c'est aujourd'hui que l'OTAN est en train de reviser ses cartes. On sait que l'OTAN a servi à aller éliminer Saddam Hussein, mais c'est les Américains qui ont pris la commande de tout ça, puis qui ont agi les plus intensifs, même s'ils ont demandé aux autres de participer. Mais après ça, ils se sont retirés pour laisser les autres de l'OTAN s'occuper de la Libye avec Kadhafi. Alors Kadhafi, ça n'a pas duré longtemps, mais on sait que ça a été l'OTAN qui était l'adversaire de Kadhafi pour le mettre au pas. L'OTAN ne veut pas trop s'impliquer dans l'Ukraine parce que là, ça risquerait vraiment de mettre le feu aux poudres. Et là-dessus, mon ami Jean, tu nous as fait une belle émission dimanche dernier, qui était celle du 13 mars. Je recommande aux gens d'aller l'écouter. C'est celle-là, là, sur la fin, après ton entretien de 2 heures avec Jean-François Poulain. C'était du 20 mars. Oui, c'est vrai, c'était dimanche, le 20 mars. Le 20 mars. Oui, c'est vrai. Je vérifie là sur l'écran en même temps qu'on se parle. Bon. Tu l'avais intitulé Nomadisme, hein? Le nomadisme, oui. Alors, il y a des gars comme Poutine, qu'eux autres, ils sont nomades, mais avec leur armée, avec eux autres. Richard, quand tu dis que les gens ne perçoivent pas nécessairement un événement important, dans la même émission, j'ai expliqué, et puis je vais revenir sur ça cette semaine, là, dimanche prochain, comment il y avait eu des événements très importants qui avaient eu lieu dans la semaine et qui étaient passés inaperçus. Des pays, toute une série de pays que j'avais énumérés, qui avaient comme changé leurs alliances en apparence, là. Ils avaient changé leurs alliances. Et puis, j'expliquerai là, en détail le pourquoi de tout ça, là, mais comme la réponse courte, c'est qu'on n'est plus dans une ère où c'est les pays, c'est plus les nations qui... on parle encore de nations alors qu'on devrait parler de groupes d'élite qui s'affrontent. Et ça, je l'ai souvent mentionné. Et dans mes émissions, j'ai dit il y a quelques semaines de cela, 2 ou 3 semaines, que c'est des groupes mafieux qui se partagent autour d'une table le monde, le contrôle du futur. Ça fait plusieurs années que c'est un thème que j'utilise dans tes émissions, le contrôle du futur. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils veulent se partager le prochain millénaire. Hein, et on sait que c'est des gens qui sont très impliqués dans l'occultisme, dans l'occulte. Hein, nous, on s'intéresse à l'ésotérisme, eux, ils s'intéressent à l'occulte. Et dans les deux cas, on parle d'une ère, d'un millénaire. Hein. Alors là, chacun cherche à contrôler ce fameux millénaire de entre guillemets, de paix sur Terre. Mais la paix à quel prix? Surtout si c'est avec un de ces groupes criminalisés-là qui prend le contrôle. Là, des fois, je vais intervenir, Jean. Je regrette des fois, mais
Les gens qui veulent entendre Jean Deflore, puis ils se disent encore Richard qui coupe la parole, allez sur le site de Jean, il parle 2 heures avec Jean-François Poulain. Puis il s'échange des idées, puis des informations. Puis après, Jean parle encore 1 heure, mais lui tout seul pour expliquer ce qu'il est en train de nous dire sommairement. Alors je vous le dis, si vous aimez les propos de Jean, ben, il y a une place pour le retrouver, lui. Ça coûte pas les yeux de la tête. Là, on peut pas trop parler de finances ici sur YouTube, mais quand même, c'est sur numéripresse.com. Mais de toute façon, c'est ça, sur numéripresse.com. Puis aussi, on ne refait pas les mêmes émissions. Là. Si l'émission est disponible à quelque part, on ne refait pas la même émission ensemble. Et puis, on assume qu'on chemine. Hein? C'est un cheminement qu'on fait. Alors, tu as reçu Jean-François Poulain. Je l'ai trouvé très intéressant, mais je n'irai pas demander à Jean-François de venir sur mon émission maintenant. Puis surtout faire la même émission. Surtout pour faire la même émission. S'il va chez vous, il va parler d'autres choses. Ben oui, aussi. Puis il a parlé beaucoup de Colin Chabot. Alors là, j'ai une entente avec Colin. Il revient au Québec. Lui aussi, c'est un nomade. Là, il est en face, de l'autre côté de la rue, où Jean-François Poulain se retrouve à l'autre bout du monde. Puis son voisin d'en face, il se met à y parler de Richard Glenn. Puis il dit, c'est allé à l'autre bout du monde pour se rendre compte que j'ai un voisin qui connaît toute la même gang. On se connaît tous. Hein, oui. Alors, Colin va venir sur mon émission dans 2-3 semaines. Là, il revient au Québec le 7 avril. Donc, dans la semaine qui va suivre, là, il va être avec nous, donc autour du 10-15 avril. Là. Mais là, j'aimerais que tu nous donnes plus de précision quand même, Jean, sur le fait qu'il y a quelque chose d'énorme. Là. On a toujours cru qu'Israël était le fomenteur de certains troubles en se servant des États-Unis, Amérique. Et là, on s'aperçoit que, le vent tourne parce qu'il y a des forces qui sont plus puissantes ailleurs. Ils s'intéressent plus à faire une alliance avec la Chine, entre autres. Mm-hmm. Mais les Arabes, là, les musulmans, tous les pays environnants, ils attendent rien qu'une occasion pour sauter sur Israël, me semble. Ben, c'est ça l'affaire qui est intéressante, ce qui se dévoile, la révélation, l'Apocalypse, hein? La grande révélation. Ce qui se dévoile, c'est les factions. On apprend à découvrir qui dirige le monde au niveau de l'humanité. J'entends bien, là. On sait qu'il y a d'autres influences externes en dehors de l'humanité, là, et puis on voit bien que les pays, ça n'a servi que d'outils pour ces groupes d'élites-là pour arriver à leur fin. Alors, ce qui se dévoile et se confirme de plus en plus, c'est que les Khazariens qui ont été... le mouvement des Khazars, c'est très, très ancien, mais qui leur a permis de prendre le contrôle d'un territoire au 20e siècle, c'est les banquiers, les globalistes, qui leur ont promis la terre d'Israël pour reconquérir et remonter leur empire et faire croire... Ils viennent d'où, les Khazars? Ah ben comme par hasard, de la région de Ukraine, Biélorussie, Russie, de toute cette zone-là. Là. Alors, et puis, c'est très intéressant, là. Il y a comme des grandes révélations qui sont en train de se faire de toutes les manigances qu'on a vues lors du 20e siècle, incluant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on est en train d'apprendre justement avec quand Poutine dit « je rentre en Ukraine pour dénazifier ». Alors, je sais pas si tu te souviens, Richard, il y a peut-être 1 an ou 2, peut-être moins, là, je me souviens plus, là, mais on avait eu une conversation et je t'avais parlé qu'on était dans le 4e Reich. On était à ce moment-là dans la mascarade, puis j'avais dit « nous sommes dans le 4e Reich ». La 4e révolution industrielle, d'après Schwab. Et non, pas celle-là. On est dans le 4, en tout cas, dans les 2 cas. On est tout le temps dans le 4. Dans les 4, là. Fort, ouais. Le 4e tournant, la 4e révolution industrielle, puis le 4e Reich. Oui. Et pourquoi? Ben, qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est important parce que, subitement, il y a un président en Ukraine qui demande la protection d'Israël, l'intervention d'Israël.
du premier ministre, pardon, d'Israël, pendant qu'une intervention de la Russie, et puis qu'il y a tout un groupe de globalistes qui veulent l'armer pour se défendre. Et tout ce monde-là, c'est tous des gens qui se sont côtoyés, qui ont travaillé ensemble. Il est clair maintenant que Poutine a été mis en place par les services de renseignement de l'Ouest, des pays de l'Ouest. C'est quand ils l'ont mis en place, ils ont assassiné le général Medvedev, qui était mort dans un accident d'hélicoptère. C'était lui qui devait prendre la suite à la succession de Yeltsin. Et hop, il est mort dans un accident d'hélicoptère. Puis là, hop, on pousse quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Il était chef des services secrets du KGB, ce Poutine-là. En Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Est, c'est ça, avant la chute du mur de Berlin. Puis il est revenu souvent dans ses discours en disant, depuis la chute du mur de Berlin, vous aviez promis que l'OTAN, l'Occident, n'empiéterait pas vers l'Est, vers la Russie, va laisser une zone tampon. Puis finalement, tous les pays de là, ils se sont tous alliés à la démocratie, puis au système européen, puis même l'OTAN, ils les ont acceptés. Alors là, il regimbe, là, il dit, wow, vous n'avez pas tenu votre parole, ben là, vous êtes en train de récupérer l'Ukraine, je suis plus d'accord, je vais être obligé d'aller m'interposer. Ça me fait penser un peu à quand on avait laissé Saddam Hussein rentrer au Koweït. Il disait que c'était notre province, puis qu'il y a un front sur l'eau pour transporter le pétrole dans des gros bateaux. Puis il dit, là, ils ont pris la place. C'est notre territoire à nous. Il paraîtrait que lui aussi était agent de la CIA, Saddam Hussein, et qu'il avait reçu le feu vert. Vas-y, va reprendre ta province. Il arrive là, puis là, on le démolit. Ça avait été dit publiquement, comme le président occupant de la Maison-Blanche a dit que ça dépendait du niveau d'intervention. Ça dépendait comment, autrement dit, on permettait à la Russie de faire une certaine intervention en Ukraine, puis jusqu'à un certain point, ça serait toléré. Ça a été dit là au mois de, si je me trompe pas, au mois de janvier 2022. Là. Il y a eu des déclarations publiques qu'on peut retrouver. Là. Ça a été mis dans les journaux, la presse conventionnelle. Là. C'est pas un truc de médias alternatifs, ça. Mais Poutine a toujours dit qu'il était pour récupérer au moins le Donbass, où il y avait beaucoup de Russes, de gens qui parlaient russe puis qui étaient là en russe, la Crimée. Puis entre les deux, il y a un petit espace là où il y a justement Mariupol. Et c'est là où il tire à boulet rouge, là, puis il n'arrête pas, puis tout est démoli déjà, là. Mais il veut créer le pont entre les deux régions de l'Ukraine qui sont dans le sud-est, en se disant, on va reprendre ça. Après, on peut s'en toute la côte. En fait, ils vont reprendre toute la côte est de la mer Noire. Ben non, après, là, ils iront pas jusqu'à... Ils vont garder la Crimée comme limite, là. Oui, mais là, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'ils vont tout prendre la côte. Ben là... Ils vont couper l'accès à la mer. De toute façon, c'est vraiment pas important, ça. Ce qui est important, c'est que il a négocié sa place à la table. La table des mafieux, il est en train de négocier sa place. Et puis, de démontrer sa capacité d'intervention. Puis, il avise le groupe des mondialistes que s'il n'y a pas sa juste part à la table, ben qu'il a l'intention de prendre sa juste part, de son point de vue évidemment, là, par la force, tout simplement. Parce qu'ils sont faibles, fondamentalement, les mondialistes, et ça, c'est ce qu'ils nous démontrent tout le temps. Ils sont extrêmement faibles, ils parlent beaucoup, mais quand vient le temps d'agir, ils sont très, très faibles. Est-ce que l'OTAN fait partie des mondialistes? Tout à fait, c'est leur bras armé. Est-ce que les Nations Unies font partie des mondialistes? Non. Ah. Les Nations Unies, c'est les technocrates. OK. C'est le mouvement technocratique. C'est pas les nationalistes, parce que pour toi, il y a trois clans. Il y a 3 grandes factions, puis après ça, on peut les subdiviser, puis on va en parler cette semaine à l'émission sur Numéri-Presse, mais ça nous empêche pas d'en glisser un mot. Puis même chez les nationalistes, après ça, il y
il y a des jeux d'intérêts locaux, là. Le mouvement populiste américain n'est pas le même mouvement nationaliste que celui en Russie. Celui au Brésil se rapproche beaucoup plus de celui des États-Unis, par exemple, que de la Russie. Alors, c'est une philosophie. On parle de philosophie, là. Hein? Et puis, on parle pas nécessairement dans la plupart des cas, de philosophies qui sont pro-développement de l'humanité, là. On parle juste de groupes qui cherchent à contrôler et influencer le prochain millénaire pour que le prochain millénaire soit en lignée avec leur philosophie. Les technocrates, ben, c'est le mouvement transhumaniste qui est l'union entre l'homme et la machine. Les nationalistes, ils sont plus ou moins intéressés par ça. Mais tous ont un objectif de contrôle. Les globalistes le font par la finance. Leur instrument de contrôle, c'est la finance et les technologies financières. Puis la conformité, toutes sortes de règlements, des règlements dans la santé, ce qu'on a vu là, des 2 dernières années. Là. Ça, c'était vraiment une action là, globaliste. Là, dans leur mondialiste, ils passent par des normes de conformité pour forcer qu'on les gens soient disciplinés puis qu'ils suivent les consignes. La pandémie, on te pénalise financièrement. La pandémie, c'est une de leurs cartes. Oui. Oui. Les globalistes. Oui. Qui était probablement à l'origine, je suis convaincu avait été fomentée par les technocrates. Ah. Puis qu'elle leur a glissé des mains et elle a été récupérée par les mondialistes. Ben, regarde, il y a une ouverture, comment est-ce qu'il disait ça, Schwab, là? Il y a une fenêtre d'opportunité. Mm-hmm. Oui, lui aussi il disait ça. Puis moi aussi, je le disais. Ouais. Mais pas il y a une fenêtre pour tout le monde, au fond. Il y a une fenêtre d'opportunité pour tout le monde. Alors. Même du plus petit pion. On en connaît des gens qui se sont vite. Des choses aussi banales que dire, moi, je vais faire la livraison pour les restaurants ou pour certaines entreprises. M'a livré les paquets, m'a livré les repas. Devenu livreur, chose que j'aurais jamais imaginé parce que on se dit il n'y a pas assez de commandes ou tout ça. Mais non, c'est devenu le commerce en ligne. Ça prend des livreurs pour aller porter les paquets puis porter les produits. Les gens restent chez eux, ils commandent par Internet. Ça n'arrive pas toujours par Poste Canada, là. Non, il y a des opportunités, il y en a plein. Ouais, il s'agit de trouver laquelle nous convient dans notre cheminement. Alors, je voulais revenir avant que je continue sur ce tableau-là. Pendant que je t'ai, Jean, j'aimerais le passer rapidement pour que tu me donnes tes impressions, parce que déjà, tu as touché à des points qui sont à venir, là. Mais, écoute, je me trompe pas, là, mais il semble que le vent a tourné contre l'Iran. Hein, l'Iran, là. Quand on avait peur qu'ils développent la bombe atomique, puis patati patata, puis on avait mis des mesures de répression, etc. On s'aperçoit qu'ils n'ont jamais manqué de rien, dans le fond, là. Non, parce qu'ils étaient alignés. La Suisse s'assurait qu'ils ne manquent jamais de rien. L'Iran. Et aujourd'hui, on les a besoin de notre bord. Pas de nous. C'est ça l'affaire. C'est la distinction importante que je viens de faire, là. Puis, faut arrêter de penser en termes de nous, puis de pays, puis d'État. L'idéologie que nous avons au Canada, peut-être qu'on se dit on est mieux de les avoir de notre côté que de les voir s'allier avec la Chine. Non. Parce que si on ne va pas au-delà des États-nations, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. OK, donc on ne peut plus parler d'Iran. Non, on parle des moullas, qui sont les dictateurs qui contrôlent l'Iran. Et là, les moullas, il faut dire, c'est religieux. Hein. Ça, c'est comme des papes là, ou des évêques. C'est ça, mais exactement. Ouais. Les gens qui t'écoutent là, depuis 40 ans, ils comprennent très bien de quoi on parle. Là. Mais... Non, Geneviève, elle confirme que non, on est mieux de préciser des termes comme ça. Parfait. Des fois, dans tes émissions, ça me démange parce que tu nous sors les mots justes, mais pas tout le monde qui a la connaissance de tout ça. Puis ça prend 2 secondes pour le répéter. Là. D'accord. Ben alors la classe dirigeante en Iran, qui est une classe religieuse, qui a pris le pouvoir dans les années 70 et qui n'a pas cessé d'être au pouvoir depuis cette époque-là,
ont été sous le coup de supposées sanctions internationales depuis ce temps. Et la faction des globalistes, officiellement, alléguait que ces gens-là étaient sous le coup de sanctions. Et là, publiquement, on a annoncé que tout leur était pardonné et qu'ils pouvaient rejoindre le cercle des, entre guillemets, des nations. Mais ce qui est en réalité, c'est que tout leur est pardonné de quand ils ont jeté les sous-factions, on va dire ça, de la faction des mondialistes, qui étaient les compagnies pétrolières. Mhm. Parce que c'est ça l'histoire, c'est que eux, ils ont expulsé, ce sera pas long, Comme il y a l'Ayatollah Khomeini, quand il est arrivé, il a pris la place du Shah d'Iran. Il a mis dehors les compagnies de pétrole au port, puis ça venait de finir. C'est tout exactement. Ça. Et ça, les compagnies de pétrole comme à Cuba, quand on a sacré Batista dehors, on a reproché à Castro, ben beau ta révolution, mais tu n'avais pas besoin de fermer les hôtels d'Américains, puis tout. Alors, on l'a puni. Alors, sous le même principe, alors là, il y avait une chicane à l'interne. Les factions se chicanaient. J'ai déjà expliqué que les factions, les alliances se font et se défont, là. Alors, c'est ça. Il y avait une grande chicane qui durait depuis les années 70 parce que la sous-faction de l'industrie pétrolière avait une doléance contre les dictateurs iraniens et ils n'étaient pas contents. Et là, on leur a pardonné parce qu'on a besoin de faire la paix pour faire avancer l'agenda. L'agenda qui a été nommé le nouvel ordre mondial cette semaine là qu'on termine là, par le présent occupant de la Maison-Blanche. Il l'a dit comme ça publiquement. Oui. C'est drôle, le pape, il dit « Je suis pas le pape, je suis l'évêque de Rome maintenant ». On dirait que chacun veut pas prendre le titre qu'il y aurait droit, parce que l'autre pape est encore vivant. Alors normalement, il faut qu'il soit mort pour qu'il y ait un nouveau pape. Alors pour pas défaire à la tradition, il va dire je suis l'évêque de Rome. Bon, ok. Mais on joue sur pourquoi ce jeu-là qui joue le jeu de la grande séduction avec l'Iran, c'est parce que la Russie, mais pas la Russie, évidemment, le groupe de Poutine, la faction de Poutine, tente de séduire la faction des moullas pour se joindre à eux définitivement dans cette nouvelle alliance qui va venir autour de la table pour négocier le contrôle du futur. La route de la soie. Alors là, pardon? La route de la soie qui va passer par l'Ukraine, passer par l'Iran. Exactement. Oui. Exactement. Donc chacun tente de tirer de se placer en position de force pour le nouveau partage du monde. Et c'est à ça qu'on assiste. Et c'est tous des groupes criminalisés. Ça me donne l'impression, là, quand on regarde la situation du monde, c'est comme s'il y avait 2 joueurs d'échecs. Là, comme tu dis, il y aurait 3 joueurs. Hein, des nationalistes, des technocrates, puis des globalistes, puis des mondialistes. Là, il y a 3 groupes. Oui. Et c'est comme si chacun avait son tour à jouer avec le jeu d'échecs. Tu sais. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a à l'intérieur, il y a des sous-factions. Là. Je sursimplifie là, quand j'explique ça de même, là, mais comme par exemple, l'industrie pharmaceutique était alignée au cours des 25-30 dernières années avec les technocrates, avec la technocratie. Et quand ils ont vu que les choses dérapaient dans l'histoire de la pandémie, ils ont passé de l'autre côté avec les mondialistes. Tu sais, dans l'Apocalypse, on parle de la bête. On lui donne 7 têtes à la bête. Mm-hmm. Alors la bête, là, c'est peut-être ça, là. Une sorte de ça, une sorte de ça, une sorte de ça, là, mondialiste, technocrate, biochimiste, ceux qui s'occupent là, de l'ADN de l'être humain, puis essayer de faire un objet de l'être humain pour y rentrer des chips dans la tête, puis ouais. Alors, donc, est-ce que, juste une histoire courte, là,
Toi qui analyses la politique actuelle, Poutine serait assez fou pour aller peser sur le bouton rouge puis faire partir une fusée intercontinentale à ogive nucléaire. Non, il y a personne qui se dispute le contrôle du futur qui est prêt à aller jusque-là en ce moment. Personne. Par contre, si on faisait passer sur un false flag, un faux drapeau, une bombe atomique qui saute à quelque part, je sais pas, je veux pas nommer de place, là. On pourrait mettre ça sur l'idée que on accuserait quelqu'un un faux drapeau. Mais ce sont d'autres qui auraient fait sauter la bombe. Donc, il faut pas s'attendre que si ça arrive, on mette la cause sur celui que ça aurait de l'air évident, mais ce ne serait pas eux autres qui l'auraient fait. Ça se peut-tu, ça? De la même façon que la grande mascarade, on a voulu faire porter le chapeau à un pays, alors que ce n'est même pas un pays qui a opéré l'affaire, que c'est une organisation criminalisée. C'est pour ça que dans mes émissions, puis on en a parlé, je pense, lors de mon dernier passage, je reprends souvent l'allusion à James Bond et le Spectre, où on pourrait prendre G.I. Joe et le Cobra. Oui. Puis les Avengers avec la pieuvre là, dans Capitaine America, dont je me souviens plus là, quel est le nom de leur organisation. Là. Oui, il y a toujours... Parce que c'est tout le même principe qui a été dévoilé par un ancien agent du MI6 qui expliquait que déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, les false flags, là, ça remonte à loin, ça, dans l'histoire. C'est pas un phénomène du 20e siècle. Ben, le cheval Bien de Troie, avant le 20e siècle, ça existait. le cheval de Troie, on vous donne un beau cadeau. Puis après ça, c'est plus ça. C'est ça. T'as pas des amis, t'as des ennemis. C'est des factions qui s'affrontent pour le contrôle du futur. Et ces factions-là ont aucune gêne d'utiliser des pays pour arriver à leur fin, d'utiliser des territoires pour arriver à leur fin. Là, on parlait de l'Ukraine. On pourrait parler de l'histoire du 20e siècle, comment les États-Unis ont été manipulés pour faire avancer l'agenda des mondialistes. Puis avant ça, on pourrait parler de plein de guerres en Europe, hein, qui ont eu cours pour faire avancer encore une fois leur agenda. Quand à l'époque de Napoléon, les banquiers finançaient les deux côtés qui s'affrontaient. Oui, les deux. Ben, ça n'a pas changé, ça, mais on a ça historiquement, on le sait maintenant, c'est confirmé. Donc là, il n'y a pas de débat. Tu parlais justement de l'histoire, on doit apprendre de l'histoire. Ben justement. Donc quand on sait ça, on sait que c'est pas d'hier qu'il y a de la manipulation. Bon, ben tiens, tu m'ouvres la porte pour revenir à mon tableau. Oui, c'est pour ça que je l'ai fait. Ben oui, l'histoire, c'était la deuxième étape. L'histoire, exactement, allégeance et trahison. Parce que dans l'histoire, c'est toujours la version du gagnant ou du perdant, parce que les gagnants seront les perdants et les perdants seront les gagnants, il ne faut pas oublier. Et on dit toujours qu'on a la version historique toujours par les gagnants. Tu sais. Bon, alors quoi, tu veux qu'on parle de Lucifer, qui a perdu la bataille? Ça, c'était dans la première partie, ça. Lucifer, là, ça, c'était dans les égrégores, là, puis des choses occultes, là. Mais quand on aura fini les tableaux, on finit qu'on revient à ça. D'accord. C'est comme un cercle. L'histoire, ben, tu as la version de ça. Donc, tu as les sociétés secrètes d'Orient, d'Occident. Le principe n'est pas le même. Ici, le cooptage, ça veut dire on choisit quelqu'un pour l'initier. Il y a d'autres places où la personne veut être initiée, se présente, frappe à la porte, frappez et on vous ouvrira, puis on va t'initier. Tu as des étapes à franchir pour montrer que tu as des compétences et tout ça. Il y a des ordres, des collèges, le collège invisible, etc. Alors là, on dit il faut qu'il passe des serments, allégeance et trahison. C'est partout dans l'histoire. Ça, c'est une histoire parallèle à l'histoire factuelle, ordinaire. C'est l'histoire cachée de l'humanité. L'actualité... Bon, c'est l'histoire réelle, Richard, je te dirais. C'est bien plus vrai, ce que tu viens de décrire, que ce qu'on nous dit qui est vrai. Alors, c'est pour ça que depuis quelques rencontres que l'on a ensemble, et puis dans mes propres émissions, je dis que tout est mensonge.
Mhm. Parce que, comme dans 1984, la réalité est inversée. C'est toi-même qui disais, on change, on se l'est dit en privé, je ne sais pas si tu l'as dit dans tes émissions, je me souviens plus, on change le sens aux mots, on dénature les mots. En changeant le sens, les phrases ne veulent plus dire la même chose, même si elles sont écrites dans un livre. Tu as déjà toi-même donné, si je me souviens bien, à l'époque de Jean-François, l'expression « c'est clair comme de l'eau de roche ». Et les jeunes pensent que c'est de l'eau qui est trouble, Ah, alors que c'est de l'eau qui est cristalline. ben oui, ben oui. Tu nous as déjà conté la fois où tu avais une gardienne qui était chez toi, puis elle Oui, goûte de l'eau que tu y avais offert dans un verre. Elle dit, c'est pas, ça goûte rien, c'est pas bon, c'est pas comme ça. C'est c'est quoi ça? ça. Ben, c'est de l'eau. Exactement. Pour elle, il fallait que ça goûte un peu le chlore, je sais trop, là, tu sais. Exactement. Ben oui. Alors, le troisième élément dans les clans, parce que j'ai intitulé ça le clan. Faut que tu choisisses ton clan. Dans l'actualité, alors qui perdra gagnera, les puissances spirituelles, psy, ou matérielles, phi. Phi pour physique, matériel, concrète, et psy pour spirituel, psychique, etc. aussi. Alors, tu as des puissances du monde de l'esprit. Les Jedi sont capables d'agir autant sur un que sur l'autre, mais on développe des côtés beaucoup plus psychiques, pour être capable d'entrer dans un clan qui nous amène à entrer dans des mondes parallèles avec des êtres qui vivent dans une autre dimension, qui est aussi très réelle, comme tu dis, puis très active présentement. Vos jeux, la guerre des plans. Rien ne va plus. Au lieu de dire la guerre des clans, là, je fais la guerre des plans. Plus spirituelle. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Et avez-vous choisi votre clan? Et là, je mets le jeu d'échecs en bas, comme on disait tantôt. Chaque pièce pourrait représenter une faction, un mouvement, un groupe, comme on disait ici, un ordre, un collège, une société secrète. Puis on dirait qu'on veut gagner du territoire, on veut se positionner comme il faut. Puis on sait qu'un jeu d'échecs, ça finit toujours très mal. Il en reste un, c'est supposé être le roi de l'équipe gagnante, puis des fois, il est tout seul à rester à part ça. Donc l'échiquier, tout a été détruit, mis à feu et à sang, tout a été éliminé. Alors c'était pour les clans. Je passe à l'étape suivante. Le bloc numéro 4, les plans, cette fois-là. Des plans, un, de planification. Tout est affaire de planification, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, tout est prévu. Les coïncidences, c'est des calculs, avec des calculs, on est capable de voir que telle chose avec tel projectile, puis tel, il va arriver, puis ils vont se rencontrer. Alors on va faire des réunions, on fait beaucoup de réunions à travers le monde. Trudeau est encore parti en Europe, là, en avion. Bon, il y a des choses comme ça, là. Tout est planification. 2, il y a des lois. Et 3, du chaos au nouvel ordre. Je ne veux pas dire au nouvel ordre mondial, là. Je veux juste dire, on va créer un chaos terrible, tout va être un chaos, et de ça va jaillir un nouvel ordre. On va mettre de l'ordre. On crée le problème, on va apporter la solution. Alors, ça, c'est le plan qui pense contrôler les choses. Ben, c'est une des manières de procéder, c'est ça, c'est une des manières de procéder. Alors, on sent très bien qu'il y a un désordre dans tout. Ben, c'est organisé, c'est un désordre organisé. On y va. Avec la planification, en connaissant parfaitement ce que sont les cycles et les synchronicités. D'Orient, qu'on appelle les yugas, pas les yogas, mais les yugas, et d'Occident, qu'on appelle les phases. Par résonance ou interférence. La pensée raisonnable. Bernard de Montréal dira tout le temps, attention, la pensée, c'est ce qui empêche l'être d'être sur le monde de l'esprit, parce que la pensée qui réfléchit, tu réfléchis quand tu penses, tu réfléchis. Réfléchir, ça veut dire que tu n'es pas la source de la lumière, tu réfléchis comme un miroir, comme une surface. La crise sanitaire,
C'est la même chose qu'à l'époque de l'Inquisition. Il ne faut pas s'imaginer que ce qu'on a subi avec la crise sanitaire, des confinements, tu sais, les francs-maçons, ben c'était les maçons qui travaillaient sur les constructions des églises. Ils n'avaient pas le droit de déménager d'un territoire à l'autre. Vous souvenez-vous de la période où au Québec, là, il y avait des zones rouges, des zones jaunes, des zones oranges. Ceux qui vivent dans la zone orange, ils ne peuvent pas aller dans la zone rouge, ils peuvent pas aller... Il y avait des zones. Mais dans le temps, c'était comme ça, à l'époque des féodales. Il y avait des châteaux, il y avait des territoires, les gens qui vivaient là restaient là. Il n'y avait pas le droit de changer de zone, sauf les maçons qui avaient leur carte de compétences pour être des bons maçons, pour aider à la construction des cathédrales. Et eux, ils étaient les francs pour franchisés, libres, capables de circuler. Alors ça vient de là l'idée des francs-maçons, les affranchis. Alors, on en est là pour la première partie, la planification. Tu es d'accord avec moi, Jean, qu'il n'y a rien qui arrive par hasard? Chaque faction fait sa planification. Oui. Moi, ce que je retiens de ton propos, c'est qu'il y a différents plans. Aussi. Les factions auxquelles on fait toujours référence, oui. Eh bien, ce sont ce que moi j'appelle les forces anti-humanité. On en a souvent parlé de ça. Mais sur d'autres plans, il y a des forces pro-humanité. Puis même ici, sur le plan terrestre, j'appellerais le mouvement populiste américain qui se dessine en ce moment, dont j'ai déjà parlé, on a déjà parlé ensemble. C'est un mouvement qui est définitivement plus pro-humanité que bien d'autres mouvements. Le mouvement populiste brésilien, il est définitivement un mouvement pro-humanité. Ah oui? Alors, bien sûr. OK. Alors, encore là, puis il y a l'intervention de différents plans. Là. Les lois, on entend par là des lois, dont une de base qui est avant la science conventionnelle, c'est la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, le 3 fois sage. Alors, les lois, tout est fractal. Un exemple, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire tout ce qui se vit même dans ta maison. C'est le reflet de ce qui va être vécu dans ton village, dans ta ville. Tout est fractal. On est tous semblants. D'une partie intime, plus grand. Tout se ressemble, tout s'emboîte comme des poupées russes, justement. Les lois en physique, il y a des lois en physique, ok, la gravitation, etc. Il y a aussi des lois en économie, en psychologie, en administration et en politique. Allez voir Machiavel, il vous en apprend des trucs. Alors, on utilise en deuxième, les plans ont des lois qui sont propres à leur plan. L'être plus spirituel, qui est même capable de dégager d'un corps physique, qui est capable d'aller en dédoublement, comme disait, tu te souviens de monsieur Louis Lefebvre? J'ai l'intention de refaire entendre des passages de M. Louis Lefebvre. Il disait toujours, à peu près ce qui nous arrive présentement, vous allez souffrir parce que vous ne comprenez pas. Puis vous voulez avoir le bonheur, on va vous le donner, le bonheur. Schwab arrive en disant, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Parce que quand tu possèdes quelque chose, la chose te possède. Ça, mais il y a aussi que ce sont des forces anti-humanité. Hein. Moi, je suis de l'école dont on a déjà parlé, que ça prend un minimum de confort pour faire notre cheminement spirituel. Oui, mais le confort, on va te le donner. J'ai pas besoin de toujours être malade, moi, pour passer du temps à réfléchir sur ma spiritualité. Là. Ben, au contraire, je pense que si tu as toujours un problème, tu as une écharpe dans un doigt, tu es préoccupé par le doigt qui te fait mal, puis ça t'arrête de réfléchir. Puis ça t'arrête de réfléchir. Ben Et c'est ce à quoi on soumet l'être humain depuis la fin du paradis terrestre. Bon, mais là, quand tu es endetté financièrement, puis que tu sais qu'il faut que tu rembourses à la banque, puis que les dates arrivent, puis là, tu as de la misère à arriver, ben, tu réfléchis pas. Tu es préoccupé par l'équipe de hockey canadien, là, ils viennent de changer un joueur là, en plein pendant la saison. Tu te dis, écoute, le gars, il jouait pour le Canadien, la semaine d'après, il va jouer contre le Canadien, parce qu'il a été échangé. Quel monde de fou!
Puis il y a des gens qui ne jouent que par le hockey, là, hein. Ils sont vraiment... Alors, deuxième niveau, du chaos au nouvel ordre, la vie ou l'argent. Tu te souviens-tu que c'était une expression qu'on disait souvent? Un bandit arrivait là, il arrêtait la diligence, faisait débarquer tout. Oui, c'est ça. La vie ou la bourse. Ou la vie ou l'argent. Fait que, c'est ça. Puis on dit, la vie n'a pas de prix. Bon, ben donne-moi ton argent, donne-moi ta bourse, on va te laisser ta vie. C'est ce que les médecins disent. Puis l'industrie pharmaceutique. Bien dit. Diviser pour régner, l'union fait la force du clan. C'est-à-dire qu'un clan, comme des loups, s'ils sont assez nombreux, ou comme les cheetahs, ou les hyènes, ou les lions en Afrique, ils se mettent en groupe, puis ils se communiquent à walkie-talkie psychique, là. Puis là, ils voient l'antilope, là, il faut qu'ils l'isolent des autres, là, puis à un moment donné, il est isolé. Bon, ben là, ils l'encerclent. Ça vient de régler. L'union fait la force. Alors, la division fait la faiblesse. Et là, dans notre société, on est divisé, même dans nos familles. Il y a des gens qui ne se parlent plus juste parce qu'il y en a un qui a fait ça, puis l'autre ne l'a pas fait. Puis... Alors, chose. Chose, c'est qui chose? C'est celui qui fait partie de la nouvelle réalité qui est considérée comme une chose pour les ordinateurs et tout le reste. La victoire de l'être. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais qui êtes-vous donc pour sortir des clans? Je suis. Puis regarde bien, je change l'image. Ah, ouais, c'était l'image où apparaît Jésus devant Pilate. Pilate lui demande, t'es-tu le Messie? Ah non, serais-tu le Messie? Et Jésus lui a répondu, tu le dis. Tu l'as dit. En voulant dire, lui, il ne se mouille pas, le Jésus. Il n'a pas été dit, oui, je suis le Messie, taram. Non, non. Mais il y en a qui ont pris la traduction pour, hey, il a avoué qu'il était le Messie. Et ça, c'est très, très précieux dans ma démarche ésotérique, cet événement-là. C'est, qui êtes-vous donc pour sortir des clans? Je suis pas là-dedans. C'est comme quand le curé avait dit au pianiste qui venait d'Ukraine, qui devait donner un spectacle à Montréal, il a dit, je peux-tu mettre mon petit drapeau de l'Ukraine sur le piano? Non. Tout le monde parle de l'Ukraine, il faut... Non. Mélange pas les choses. Ici, on est dans une église. Un Russe peut très bien venir écouter ton spectacle de musique. Puis ça va l'intimider de te voir avec un drapeau politique d'une nation ou d'un pays. On met ça, laisse ça dehors. Alors, son royaume n'est pas de ce monde. Toi, comment tu te sens dans ça, Jean? Ça va, dans l'ensemble, je m'y retrouve là, dans ton parcours ici là, que tu nous partages. Là. Oui, mais tu es un homme spirituel. Tu t'intéresses à l'économie, tu t'intéresses à la politique internationale. Et si ton royaume n'était pas de ce monde, est-ce que je pourrais te reprocher de dire pourquoi tu t'intéresses à ces choses matérielles, temporelles? Le Jésus, il se préoccupait pas tellement de ça. Il disait rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand ils ont présenté une pièce de monnaie, il n'a pas dit que la pièce de monnaie valait rien. Puis c'était pas non, mais il a laissé entendre chaque chose à sa place. Ben, c'est ça, exactement. Puis tu as fait toute une série d'émissions sur la physique quantique qui nous démontraient très clairement le lien entre la spiritualité et la matière, ou la matière et la spiritualité. Alors, on est présentement ici, donc ça fait partie des réalités dans lesquelles on évolue, mais ça définit pas tout. Ce n'est pas le tout, ce n'est qu'une portion de la réalité. C'est pour ça, tantôt on parlait de la réalité. Bah, la oui. réalité, ça englobe beaucoup plus que ce que l'on perçoit avec notre corps physique. Oui. Hein? Si on fait juste parler des longueurs d'onde dans l'univers. Ouais. Donc, ça va bien. La réalité va bien au-delà que de notre outil qui est notre corps, dont on est doté pour évoluer ici. Donc, moi, ça me va. Je vois pas de contradiction
pour te répondre. Alors, on voit ici sur le tableau, là en bas, encore le jeu d'échecs. Les deux sont face à face pour s'affronter et s'éliminer pièce par pièce. On passe au dernier... Mais encore là, parce que c'est un choix. Tu pourrais décider de jouer à autre chose. Tu pourrais faire une murale avec des amis, puis peinturer une murale, puis ça serait un autre jeu, une autre activité. Et il n'y aurait pas de démolition puis d'affrontement. Il y aurait un travail d'équipe, de production ensemble, en équipe. Comme Michelangelo. Oui. Je parle de ça parce que l'autre fois, j'ai vu une série justement sur laquelle vous avez accès sur Tout TV, qui est Michelangelo. C'est très, très, très beau comme histoire. Puis justement, il y avait des rivalités. Il y avait des rivalités entre groupes de peintres parce que c'était des équipes. Hein? Michelangelo, il y avait ses apprentis qui travaillaient avec lui, et d'autres. Puis là, il y avait des rivalités, mais il ne détruisait pas, il construisait. Raphaël. Il créait des œuvres d'art. Oui. Certaines plus aimées que d'autres, mais c'était dans tous les cas, c'était de la création. On créait, on détruisait pas. Alors, on peut faire le choix de jouer aux échecs ou de jouer à d'autres choses. On peut aller jouer une partie de baseball pour le plaisir, où il n'y aura pas de gagnant, où il n'y aura pas de perdant, parce qu'on fait une fête et puis on prend de la bière et puis on va jouer une petite partie de balle molle ou de baseball ou de foot en Europe. Puis on s'amuse, puis après c'est fini, puis on retourne prendre notre bière, puis on continue de se raconter des histoires. On peut faire un jam en musique. On apporte nos instruments, puis on part une musique, puis tout le monde se met à jouer comme il se sent, puis ça fait un gros party. Donc, on revient à la question de qui est invité au party, à la fête. Est-ce que c'est des troubles fêtes ou c'est des gens qui viennent pour s'amuser? Est-ce que c'est des gens qui viennent pour manger toute la nourriture parce qu'il y a de la nourriture gratuite lors de la fête? Hein, combien de fois, moi, je suis allé dans des réunions d'affaires, des rencontres de chambres de commerce et autres. Puis, ils annoncent toujours nourriture gratuite. Puis là, tu vois les gens arriver, là, surtout à Miami, entre autres, où je suis allé fréquemment. Là, les gens se tirent se ruent dans le buffet, là. Là, tu regardes ça puis tu te dis, coudonc, est-ce qu'ils sont venus rencontrer d'autres gens d'affaires? Puis en profiter parce que c'est à l'heure du souper pour prendre une petite bouchée pour se soutenir, ou bien ils sont venus prendre leur souper, puis ça donne qu'il y a des gens d'affaires qui sont là. Alors, l'attitude des gens qui sont présents. Alors, si on parlait tout à l'heure de 4e révolution industrielle, 4e Reich, 4e tournant, fourth turning. Alors, c'est à nous, la civilisation, de comment on veut... la 4e vague, il y a eu la 3e vague. Oui, en cinéma, c'est ça. Bon. Alors, non, comment on veut prendre... La 4e vague, c'est un livre sur l'économie. Toffler, je pense. Alors, comment on veut prendre ça, l'humanité? Est-ce qu'on veut inviter des gens qui vont rafler tout le gâteau à la fête? Ou on veut avoir des invités qui vont partager le gâteau équitablement? Puis bien sûr, il va en rester du gâteau, puis... Si eux ont faim pour en prendre un deuxième morceau, ben ça nous fera plaisir de leur laisser le deuxième morceau, mais tout le monde aura eu son premier morceau de gâteau. Alors moi, je vois plus ça comme ça, et donc les jeux qu'on choisit, c'est pas... Il y a des gens qui choisissent de jouer aux échecs, les forces anti-humanité, parce qu'elles veulent se mettre en échec entre eux, les différentes factions. C'est ce qu'ils recherchent, c'est de se mettre en échec. Pendant ce temps-là, le reste de la population ne cherche pas ça. Non. La plupart des gens travaillent pour avoir un toit, se nourrir, élever leurs enfants, faire en sorte que les enfants aient une éducation décente, que la famille ait des soins de santé décents, et puis qu'il y ait un certain cheminement spirituel, là, chacun étant à des niveaux différents. Hein, il y a encore beaucoup de gens qui pratiquent un culte ou un autre. Peu importe, là, c'est pas dans le cas présent, c'est pas ça qui est important, là, mais c'est qu'il y a une démarche. Hein? Les gens sont engagés dans une démarche. Que ce soit une démarche de pré-maternelle, de maternelle, première année, de lycée, d'université. Mais il y a une démarche. On peut se réjouir du fait qu'il y a une démarche.
plutôt que ces gens-là jouent la partie d'échecs. Ben oui. J'ai tourné la caméra pour montrer ici le fameux cercle des 4 chemins. On en a déjà parlé, mais juste pour en terminant notre rencontre. Le mystique, le religieux, le scientifique, le guerrier. Et au centre, l'artiste. Quand les 4 s'allient, ils vont être capables de faire une œuvre d'art. Alors, ils vont être capables d'être forts guerriers pour se battre contre la roche que tu veux faire une sculpture dedans. Le mystique, il a eu une vision, il sait ce que ça va donner au bout de la ligne. Le religieux, c'est comme sa religion, là, tu sais, là, il passe des heures à méditer, à travailler sur sa roche, sur son œuvre. Et le scientifique, ben, il va selon des principes scientifiques de gravitation, de pression, etc. Alors, c'est toujours le fameux par 4 chemins, dont le 5e qui n'est pas visible, c'est comme les 3 mousquetaires qui étaient 4. Là, ben là, c'est les 4 chemins, mais il y en a un 5e qui est au milieu, qui est l'artiste, qui réussit à créer une œuvre. Mais Jean, on va se quitter maintenant, mais pas totalement, pour les abonnés au Club Créé, autant chez Richard Glenn sur mon Club Créé que chez Jean de Flore dans son site numéripresse.com. On va faire maintenant une autre heure, juste avec un tableau ici qui est très très chargé, qui est très très lourd et qui est très important. C'est complémentaire au cheminement qu'on vient de faire. On a compris qu'il y avait des clans. Les clans ont des plans. Il y a des factions. Il y en a qui sont des amis, des alliances. Ça se fait, ça se défait. Il y a même des trahisons, etc. Maintenant, nous-mêmes, on est au cœur de tout ça. L'être humain, et veut pas, c'est lui qui va être pris à se situer dans tout ça. Et comment on va changer la société pour faire une société à l'image de ce qui existe sur d'autres planètes, d'autres mondes habités dans l'univers. Moi, j'ai l'impression, Jean, en conclusion, puis on va ouvrir la porte pour la prochaine émission après, qu'on fera pour le Club Créé chez moi, puis qui sera disponible chez toi dans quelques temps. Me donner le temps à mon public de l'avoir en primeur. Il y a des mondes habités par des êtres qui sont comme nous, pas nécessairement des humains, là, mais et qui ont franchi l'étape qu'on est en train de subir là, présentement. On l'a subi parce que c'est du changement important. Et habituellement, le changement prend des années, pour pas dire des siècles, dans une forme d'évolution. Et l'être humain étant ce qu'il est, on l'a dit tantôt, au début du 20e siècle, il y avait une guerre de clans qui voulait avoir le contrôle de l'économie par le pétrole. Les automobiles qui pouvaient marcher à l'électricité, qui pouvaient marcher avec d'autres choses, on ne voulait pas. Quand on avait de l'électricité dans les villes qu'on appelait des tramways pour les services publics, avec des fils électriques, non, on a tout jeté ça à terre parce qu'on avait besoin de faire marcher l'industrie du pétrole. Là, on arrive dans un temps post-industriel, comme diraient d'autres, où on va faire marcher l'électronique et bientôt plus que ça encore. On va s'en parler. L'être humain va être une chose marquée, puis il va être en compétition avec une autre chose qu'on appelle un robot. Et tout ça est relié par de l'intelligence. Une, on l'appelle naturelle dans le bio, puis l'autre, dans le méca, on va l'appeler intelligence artificielle. C'est tout un débat qui s'ouvre devant nos yeux pour changer de monde, pour en arriver à un meilleur des mondes. Enfin, attention, un meilleur des mondes. Jean, en conclusion, un petit mot? C'est quand on échange, on se parle au téléphone. Là, tu me dis une chose, ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Moi, je te fais part d'autre chose. Tu dis, ah oui, bon. Là, tu dis, on fait une émission. Ben oui, c'est ça, on fait une émission et on en discute. Et des fois, ça dure 2 heures, des fois, ça dure 3 heures. C'est ça. Alors là, on va en parler pendant une autre heure dans l'autre émission. Ben oui. Ben merci, Jean. Merci beaucoup de ta générosité, de ton temps. À bientôt. Alors, Geneviève, maintenant, va lancer le générique, comme à l'habitude. Merci tout le monde. Pour nous retrouver tous les deux dans le Club Créé, le lundi qui suit la diffusion de ce Vidéorandia en première le samedi soir, à l'adresse orandia.ca, il y a depuis dans le mois de mars du Club Créé, un entretien d'1 heure avec Guy Lanto. Et pour le mois de février,
4 vidéos qu'on pourrait considérer comme des cours de l'école Jedi s'en viennent au cours du mois d'avril. Merci de votre patience. Et voici quelques-unes de nos suggestions. Bonne semaine!